Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. À la base du mariage, il y a le sentiment amoureux. À la base du sentiment amoureux, il y a la sexualité. La sexualité est utile, non seulement pour l'équilibre de la personne, mais aussi pour la perpétuation de l'espèce. S'il n'y avait pas de sexualité, nous aurions disparu. Je ne parle pas encore comment on aurait fait pour être là. Lorsqu'arrive un moment où l'on ressent un vide en soi et que l'on a envie de chercher dans la ville, dans le village, l'âme sœur pour se compléter, les garçons dira « Je voudrais allumer un feu dans ma case ». La fille dira la même chose et ils vont à la recherche l'un de l'autre. Quand ils vont se rencontrer, le sentiment amoureux va primer. Ils vont vouloir vivre ensemble. Et la vie ensemble peut prendre beaucoup de formes. Il y en a qui vont dire « Bien, je t'aime, tu m'aimes, nous vivons comme ça ». Il y en a aussi qui vont dire « Mais non, pour marquer notre amour, pour lui donner une certaine dimension spirituelle, il faut marquer le coup ». Et, disons-le aussi, il y a une part en nous d'animal qui fait que dans tout cela, la jalousie apparaîtra. J'ai choisi une fille, je n'ai pas envie de voir d'autres personnes rôder autour. La fille m'a choisi, elle n'a pas envie de voir d'autres filles rôder autour de moi. C'est tout à fait normal. Mais dans l'histoire de la famille et de la sexualité, les choses ne se sont pas toujours bien passées. Il y a eu des situations où on a eu un jeu de pouvoir. C'est à celui qui est le plus fort de s'accaparer de beaucoup de femmes. Et il va faire la garde autour de lui, personne ne doit s'en approcher. Et ces femmes qui sont chez un polygame ne sont pas toujours consentantes. Alors à ce moment-là, le lien qui les unit à cet homme-là, ça peut être un lien d'esclavage, entre guillemets. Il y a eu aussi des situations où une jeune fille, elle est encore dans le ventre de sa mère, mais on a déjà choisi pour elle. Elle pourrait d'ailleurs s'estimer heureuse si on l'a choisi pour un jeune. Mais il y en a aussi qui disent, l'enfant qui est dans ton ventre, quand il viendra, c'est moi qui vais l'épouser. Alors là, vous voyez parfois, dans certaines cultures, une fille mariée à quelqu'un qui a l'âge de son grand-père. Je ne vous parle pas non plus des sociétés qui faisaient ce qu'on appelle le rapt des femmes. Vous vous imaginez? La fille est allée à la rivière pour puiser de l'eau et il y a des gens qui guettent, qui l'attrapent, qui l'amènent dans leur tribu et qui en font leur épouse. C'est des situations qui ont existé. Aujourd'hui, nous avons entendu parler aussi de jeunes qui arrivent dans une société égalitaire. Et là, la jeune fille décide d'aimer quelqu'un qui n'est pas de sa culture. Et nous voyons parfois que la famille n'est pas d'accord. Et si elle s'entête, la répression peut aller jusqu'à l'assassinat. On appelle ça crime d'honneur. Tout ça pour dire que les sentiments amoureux, c'est une chose. Mais s'organiser pour vivre ensemble, c'est une autre chose. Voilà d'où viendra la nécessité d'une institution sociale que les gens vont créer qui s'appelle le mariage. Alors, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est un engagement de deux personnes qui ont décidé de mettre leur destin ensemble. Ils se sont promis de vivre ensemble, de s'assister, de s'entraider, de se porter secours, jusqu'à ce que la mort les sépare. On pourrait dire, mais est-ce que l'amour ne suffit pas? Pourquoi faut-il passer par le mariage? Là, il faut interroger le monde. J'ai vu des gens, même des incroyants, qui, pour donner quand même une certaine solennité à leur engagement, ils vont sur un pont, ils prennent des cadenas et ils ferment au pont, comme pour dire que ce cadenas est le symbole de notre alliance. Il scelle notre union. Désormais, toi et moi, c'est pour la vie et pour la mort. Et voilà, ils vont vivre ensemble. En Afrique, lorsque le garçon a choisi une fille ou la fille a aimé un garçon, nous avons dit qu'on passe à une étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi? C'est prendre à témoin la société.
c'est donner à l'engagement une certaine solennité. Alors à ce moment-là, il faut un rite. L'importance du rite, c'est quoi? C'est donner une valeur symbolique à un geste ou à un objet qui va sceller une union. Nous avons déjà parlé de la dot. La dot avait ce rôle-là. Et je n'oublierai jamais ce que j'apprécie, surtout au niveau du mariage coutumier, comme j'ai vu faire actuellement. Vous avez le garçon qui arrive avec ses parents et ses amis. Ils viennent de la famille de la fille. Ils remettent la dot qu'on leur a exigée. Mais cette dot, on la met quelque part sur la table. C'est alors que le père de la fille va appeler sa fille. Viens, elle arrive et on lui demande de manière solennelle. Tiens, regarde, il y a tant de gens dans notre maison. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Et la fille doit dire, eh bien, ils sont venus pour m'épouser. Ah, d'accord. Et là, sur la table, c'est quoi? Ben, c'est la dot que vous aviez exigée. Ils ont apporté la dot. Et le papa va dire, est-ce que je prends ou je ne prends pas? La fille dit, non, non, papa, tu peux prendre. Et le papa peut encore dire à la fille, prends et donne-moi. Et la fille prend et elle donne à son père. Voilà un geste symbolique pour signifier que ma fille, c'est toi qui choisis là de partir. C'est pas nous qui te renvoyons de la maison. Il y a encore de la place pour toi. Voilà un geste que l'on pose. Un autre geste que j'aime bien dans le mariage coutumier, c'est que quand on n'a pas la break, arrive un moment où la cérémonie va se terminer. Mais elle va se terminer par quoi? On va dire, voilà, nous avons rempli notre devoir. Maintenant, la fille, elle est où? Notre fille, notre femme, elle est où? Alors à ce moment-là, j'ai vu des cérémonies où, avant d'appeler la fille, on aligne avant elle plus de 10 filles, aussi belles que la mariée. Et la première qui arrive, on dit au marié, voici ta femme. Et il dit non, c'est pas elle. On lui montre la deuxième, non, c'est pas elle. On lui montre la 10e, c'est pas elle. La 11e, c'est elle. On dit, ah bon? Tu es sûr que c'est elle? Oui. Toutes les autres qui sont passées là, t'as pas vu? Non, c'est pas les autres, c'est elle. Et on lui dira, n'oublie pas ces choix que tu viens de faire. Vous voyez comment la société s'arrange pour rappeler à l'homme qu'il s'engage là. Il ne faut pas que le lendemain, il change d'avis. Il a tout le temps. Et quand il dit non, 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 la mienne c'est celle-là, eh bien, il s'engage. Et puis viendra alors l'administration coloniale, où le tribunal cesse d'être coutumier et devient le tribunal de l'État, de l'administration. Et là, on nous apporte un code, on nous apporte des lois. Et avec ces lois-là, qu'est-ce qu'on entend? On entend que, eh bien, vous avez fini le mariage coutumier, allez aussi à la commune. Il faut que l'État soit témoin aussi de votre mariage. Et voilà, l'homme et la femme qui vont à la commune et qui vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage civil. Dans ces mariages civils, il y a aussi des rites. On se passe la bague, on dit des choses intéressantes et l'autorité de la commune donne des conseils et il est témoin de la promesse que l'homme et la femme se font de s'assister, de s'unir ensemble pour le meilleur et pour le pire. On ne s'arrête pas là pour ceux qui sont croyants. Les croyants diront, mais très bien, et l'État est au courant. Oui, ben, il y en a un qui doit être au courant aussi. C'est qui? C'est celui qui est là-haut. D'où l'importance du mariage religieux. Le mariage religieux, c'est toujours les mariés qui se donnent l'un à l'autre. Le prêtre ne fait qu'assister. Le pasteur ne fait qu'assister. Il ne donne pas les sacrements. Les sacrements, ce sont les mariés qui se les donnent. Et alors là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport aux autres mariages? Dans les autres mariages, comme le mariage civil par exemple, une chose qui est intéressante avec les mariages civils, c'est que le mariage civil permet de prévenir des problèmes qui pourraient arriver à l'occasion des partages, à l'occasion de l'héritage. Pourquoi? Parce que on va vous demander au mariage civil, vous vous mariez sous quel régime? Communauté de biens, donc le bien que vous apportez, le bien que madame apporte et le bien que vous allez trouver ensemble, c'est à vous. Ou alors séparation des biens.
Ce que madame apporte, ça lui appartient. Ce que monsieur apporte, ça lui appartient. Pendant qu'ils vont vivre ensemble, ils vont aussi avoir des biens séparés. Oui. Ou alors ils ne disent rien. S'ils ne disent rien, c'est ce qu'on appelle les biens aux acquis. À ce moment-là, ce que monsieur a apporté, c'est à lui. Ce que madame a apporté, c'est à elle. Mais ce qu'on va trouver ensemble, ça c'est pour les deux. Au moins c'est clair. Ça permet de prévenir des difficultés qu'on rencontre souvent dans nos familles à l'occasion du décès. Nous avons vu des situations où l'homme meurt et la famille de l'homme arrive et dépouille la femme. Et là, les codes des familles aujourd'hui est là pour protéger madame, pour protéger les enfants. Maintenant, ce qui est intéressant au mariage religieux, c'est que le mariage religieux, surtout chez les catholiques et les protestants, les chrétiens, le mariage religieux apporte la monogamie. Un homme, une femme. Et il n'y a pas une place pour une troisième personne là-dedans. Je vais synthétiser. Le mariage coutumier, avec un rite symbolique qui permet de dire cet homme et cette femme sont unis pour la vie. Et le village, la famille, les amis en attestent. Il y a la dot, il y a mariage. Mariage civil, où on va devant l'État, écrire dans les livres, signer, promettre qu'on est marié, on va vivre ensemble jusqu'à la fin, on va s'entraider et tout, et prévenir les difficultés à venir, oui. Mariage religieux, souvent monogamie, où on privilégie l'amour aussi, et on se promet de se tenir la main jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà pour les mariages. Maintenant, laissez-moi vous raconter. Je connais un garçon, il s'appelle Marc, et une fille qui s'appelle Isabelle. Ils s'aiment. Ils ont envie de se marier. Mais voilà, ils sont bloqués. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes bloqués, qu'est-ce qui vous bloque? Ils disent, nous n'avons pas de moyens pour nous marier. Et moi, je dis, mais attends, vous avez l'amour et vous dites que vous n'avez pas de moyens. C'est quoi avoir les moyens? Mais oui, on aimerait bien organiser une grande fête. On aimerait bien inviter tout le monde. On aimerait bien que ce soit les grands jours, ces jours-là. Ok, et pour ça, on est bloqué. Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Il est vrai que nous avons vu à la télévision, nous avons vu en ville, des gens qui se marient, qui profitent de ce jour-là, comme vous dites, c'est notre grand jour. Alors à ce moment-là, la robe blanche, le costume, une limousine, on tue des vaches, il faut que tout le monde voie. Et quand on fait les comptes après, ce mariage-là a coûté 10 000, 20 000, il y en a qui vont même au-delà. Mais cet argent-là viendra d'où? Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour les garçons et la fille de travailler, d'épargner, de dépenser 10 000 euros, quitte à se retrouver le lendemain avec des dettes? Si moi j'avais le choix entre un mariage tout simple, où je ne dépense pas grand-chose, mais j'ai une épargne pour pouvoir commencer ma vie, mon épouse et moi, tranquillement, je serai pour la deuxième option. À quoi sert-il de s'endetter pour donner à boire, pour donner à manger aux gens qui, quand ils vont s'en aller, ils ne vont même pas accepter que vous les avez bien nourris, vous les avez bien fait boire. Dès qu'ils sortent, les critiques commencent. Ouais, à minuit déjà, il n'y avait plus à boire. Ça, c'est pas sérieux, ça. Moi, je n'ai pas bu comme j'aurais voulu boire. Je n'ai pas mangé comme j'aurais voulu manger. Les critiques, il y en aura toujours. Alors, ce que moi j'ai envie de dire aussi, c'est ces amis qui viennent pour assister à notre mariage. Mais pourquoi ils n'apportent pas une enveloppe? C'est une bonne tradition. Il y en a qui apportent. Mais il y en a qui n'apportent pas. Ils viennent boire, ils viennent manger. Conclusion. Un moment arrive dans votre vie où vous avez un sentiment d'incomplétude. Vous avez envie de retrouver l'âme sœur.
Et une fois l'âme sœur retrouvée, vous avez envie de vous engager pour vous dire que je suis pour toi et toi tu es pour moi. Devant la communauté, devant tout le monde. Devant l'État, devant Dieu, devant les hommes. Nous nous engageons. Et une fois que vous êtes engagé comme ça, vous voulez vous engager comme ça, eh bien, évitez les dépenses, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous les permettre, tant mieux pour vous. Mais quand on parle de l'idée que dans beaucoup de pays, le salaire minimum ou le salaire moyen, il est autour de 100 dollars et encore pour ceux qui les ont, je trouve que c'est une folie de penser faire un mariage où on dépense dans les 10 000. C'est une erreur. Et j'insiste pour dire que ceux qui viennent au mariage, eh bien, apportez un cadeau. Ça peut être une somme d'argent. La fête est finie, eh bien, les mariés vont faire le compte. Et ils trouvent que, tiens, ils ont quand même dans les enveloppes un tiers de ce qu'ils ont dépensé. C'est déjà ça. Plutôt que d'être là pour critiquer tout le temps. Je vais vous demander de retenir une phrase de ma culture à moi. Chez moi, on dit, le mariage, c'est comme un panier sur la tête de quelqu'un qui doit traverser une rivière sur un pont de lianes. Il faut être intelligent, il faut être adroit pour arriver sur l'autre rive avec votre panier sur la tête. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine.